One death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. Il s'agit bien de la plus grande catastrophe écologique jamais survenue dans notre civilisation industrielle. The enormity of the tragedy of Bhopal, India is becoming more apparent this morning. Imaginez une ville qui s'endort paisiblement, tandis qu'au cœur de l'usine voisine, un produit chimique surpuissant, capable de provoquer des réactions explosives au contact de la moindre goutte d'eau, est stocké dans des cuves géantes. L'usine qui abrite ce produit est régulièrement pointée du doigt en raison du manque de sécurité. Mais rien, ni personne n'envisage ce qui va se passer cette nuit du 2 décembre 1984. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui est considéré comme la pire catastrophe industrielle de l'histoire. Un accident si meurtrier qu'on en parle encore aujourd'hui, mais comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire? Qui est le responsable? Et surtout, quelles ont été les conséquences? L'histoire qui suit est aussi effrayante que révoltante. Parlons de la catastrophe de Bhopal. On est dans les années 1960. L'Inde, dont la population augmente rapidement, cherche à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement indien a besoin davantage de pesticides et d'engrais, et une entreprise américaine va profiter de cette forte demande d'engrais pour s'implanter en Inde. L'Union Carbide Corporation, qu'on va appeler par son acronyme l'UCC, installe sa première usine chimique sur l'île de Trombay en 1966, puis on construit une autre à Bhopal en 1968. L'usine produit du Sevin, un puissant insecticide inventé en 1957. Et pour produire cet insecticide, il faut utiliser un produit extrêmement toxique appelé l'isocyanate de méthyle, abrégé par l'acronyme MIC, et retenez bien l'acronyme car on va beaucoup en parler. Le MIC est testé en laboratoire et on constate qu'il attaque très gravement les poumons, les yeux et la peau, et qu'il doit être stocké à une température en dessous de 0 degré. Au-delà de cette température, il se transforme en gaz aussi toxique que le chlore. Autre élément important à retenir, le MIC réagit très violemment et devient explosif s'il entre en contact avec de l'eau ou de la poussière métallique. L'usine de Bhopal compte 3 réservoirs de MIC, chacun ayant une capacité de 68 000 litres. Ces 3 réservoirs sont connectés à 3 dispositifs de sécurité, un système de refroidissement pour garantir que le MIC soit en dessous des 0 degrés, une tour de décontamination et enfin une torchère pour brûler les effusions de gaz s'il devait y en avoir. Et dès son lancement, l'usine de Bhopal présente des lacunes en matière de sécurité. L'absence de formation du personnel aux risques chimiques et l'absence d'un système d'alerte extérieur en sont des exemples. Mais on y vient après, on est encore loin de tous les dysfonctionnements. Attirée par les opportunités d'emploi, la population va se concentrer autour de l'usine. La ville de Bhopal passe de 385 000 habitants en 1971 à près de 800 000 en 1984, notamment dans les bidonvilles proches du site. Mal conçue, l'usine connaît dès 1978 des incidents majeurs dont un incendie et plusieurs fuites de gaz en 1981 et en 1983, causant un mort et des dizaines de blessés. Malgré ces dangers signalés par la presse et certains parlementaires, le gouvernement indien prolonge la licence d'exploitation de l'usine. Mais pourquoi? Eh bien simplement parce que les autorités locales et l'entreprise américaine, donc l'UCC, entretiennent une relation étroite basée sur des avantages mutuels. L'entreprise américaine offre aux politiciens indiens des postes grassement payés et des réceptions somptueuses. Et en échange, les autorités ferment les yeux sur les nombreux manquements en matière de sécurité et les avertissements répétés concernant les risques industriels. Voyez ce genre de bonne magouille qu'on retrouve malheureusement dans beaucoup d'autres affaires. Ignorée, minimisée, la menace grandit dans l'indifférence générale, jusqu'au jour où l'impensable va se produire. Tout commence au soir du 2 décembre 1984 au niveau des 3 grands réservoirs de l'usine de Bhopal. Le premier, appelé le E610, contient 42 tonnes d'isocyanate de méthyle, qui a l'acronyme MIC pour rappel. Le second réservoir, le E611, contient 20 tonnes de MIC, et le troisième, le E619, contient 1 tonne de MIC. Aucun des dispositifs de sécurité n'est opérationnel, et la température ambiante s'élève à environ 20 degrés. Comme on l'a dit avant, le MIC n'est pas sans danger, et peut violemment réagir au contact de l'eau ou de poussière métallique. Le soir du drame, 120 ouvriers se trouvent sur le site. Un opérateur est chargé de rincer avec de l'eau sous pression les conduites amenant le MIC liquide au cuve de stockage. Son supérieur hiérarchique, qui ne connaît pratiquement rien au MIC, néglige une précaution essentielle. S'assurer que le système de vanne qui permet d'éviter les reflux d'eau soit fonctionnel. L'opérateur n'est pas informé de cette précaution, il commence donc l'opération à 20h30 et constate que l'eau ne ressort pas par les robinets dédiés à cela. Il avertit son supérieur, mais ce dernier lui dit d'insister davantage et de laisser fonctionner la pompe. Plusieurs centaines de litres sont ainsi injectés dans le circuit, aucun des 2 hommes ne s'inquiète du trajet emprunté par l'eau alors que les robinets étaient bouchés.
À 23h, une nouvelle équipe prend la relève dans la salle de contrôle de l'usine. L'ingénieur contrôlant les indicateurs constate que la pression de la cuve E610 à 20h correspondait à 2 psi, ce qui est dans la norme. Il observe néanmoins que la pression n'a pas été vérifiée depuis 3 heures. L'eau envoyée par les pompes dans les circuits, ne pouvant s'évacuer puisque les robinets étaient bouchés, a reflué vers la cuve E610, entraînant avec elle des impuretés et notamment des débris métalliques. Et rappelez-vous ce qu'on a dit à propos du mic, il réagit très violemment au contact de l'eau, mais surtout des poussières métalliques. Et donc les 42 tonnes de mic du réservoir E610 réagissent extrêmement violemment au contact de ces impuretés. Les employés de la salle de contrôle ressentent des picotements aux yeux. Ils se rendent dans la salle de rinçage et constatent une fuite de mic à travers un purgeur situé à 8 mètres du sol. Et pendant ce temps-là, l'eau sous pression est toujours injectée. Vers minuit, le chef de la salle de contrôle avertit les autres opérateurs que la cuve affiche brutalement une pression de 30 psi. Pour rappel, le niveau normal devait être de seulement 2 psi. Mais ce n'est pas fini. Le débit d'eau ne s'arrêtant toujours pas, la pression bondit et atteint 55 psi. On est à plus de 27 fois la pression habituelle. Les employés se rendent auprès de la cuve qui tremble sous la réaction du mic et de l'eau. Le liquide porté à ébullition est devenu gazeux et emprunte les circuits de sécurité prévus dans ce genre de cas et passe par la tour de décontamination. Tout est donc réglé, non ? Eh bien, pas du tout, puisque cette tour de décontamination n'assure plus son rôle car elle a été désactivée quelques mois avant. Je vous explique après pourquoi. Bref, aucune des sécurités ne fonctionne. Un premier nuage se diffuse à l'extérieur, les employés ferment enfin les vannes d'eau, mais ressentent déjà l'odeur du mic. C'est déjà trop tard. Le robinet où la première fuite a été repérée dégage une importante quantité de gaz et l'alarme est donnée dans toute l'usine. Les employés réussissent à isoler la seconde cuve, la E611, qui contient 20 tonnes, afin d'éviter qu'elle ne s'emballe à son tour. Mais le réservoir 610, celui qui contient le plus de mic, subit une telle pression qu'il explose malgré son enceinte de béton et diffuse de nouveau une grande quantité de gaz. On se retrouve avec deux sources projetant du gaz toxique, celle du réservoir et celle qui s'échappe de la tour de décontamination. Le superviseur de l'équipe alerte les pompiers en espérant noyer le geyser de mic qui s'échappe de la tour de décontamination. Ça réduirait au moins la propagation du gaz. Les pompiers arrivent en moins de 5 minutes, mais le jet de leur lance est trop court et n'atteint pas le sommet de la tour de décontamination. Face à l'impossibilité de contrôler l'incident, l'usine reçoit l'ordre d'évacuation générale, tandis que les deux fuites massives forment un nuage qui, poussé par le vent, se dirige en direction des habitations de fortune massées près de l'usine. Le nuage, qui atteint environ 100 mètres d'envergure, se compose majoritairement de mic, et comme ce gaz est plus dense que l'air, il se déplace près du sol, causant encore plus de dégâts. À 1h30, aveuglés dans ce brouillard toxique, la foule des bidonvilles panique, les habitants cherchent à évacuer, sans coordination et ne tardent pas à suffoquer sous l'effet du gaz. D'autres deviennent aveuglés par le mic et meurent en cherchant désespérément de l'aide. À mesure que progresse le nuage, la panique gagne aussi d'autres quartiers aux alentours. Les hôpitaux sont submergés, mais les médecins peinent à trouver des remèdes adaptés puisqu'ils ne savent même pas la contenance du nuage toxique. C'est une nuit d'horreur qui s'annonce et les jours qui suivent ne seront pas mieux. La catastrophe a eu d'énormes conséquences humaines et environnementales, et très peu de conséquences judiciaires. Il y aurait eu environ 25 000 morts au total et 500 000 blessés. Alors, les chiffres sont difficiles à estimer car selon les chiffres officiels et ceux des associations de victimes, on passe du simple au double. En tout cas, rien que la première nuit, on compterait entre 3 500 et 5 000 morts, donc la majorité des décès ont surtout eu lieu les jours et semaines qui ont suivi à cause des complications liées à l'exposition au gaz toxique. Des familles entières ont été anéanties, et comme si ça ne suffisait pas, des générations souffrent encore aujourd'hui des effets de cette catastrophe. D'importantes malformations, diverses maladies chroniques et des cancers sont encore recensés des décennies après. On estime qu'à Bhopal, les malformations sont 7 fois plus nombreuses que dans le reste du pays et la mortalité infantile a augmenté de 300% depuis l'accident. Et devinez quoi ? L'usine n'a jamais été complètement nettoyée. En dehors de l'accident, des déchets liés à l'usine avaient été enfouis dans le sol lors de ses années d'exploitation. Et les nappes phréatiques aux alentours ont été contaminées. Encore aujourd'hui, des habitants de Bhopal vivent donc à proximité du lieu du désastre, toujours pollué. Quant aux conséquences judiciaires, il y en a honteusement peu par rapport à l'étendue du désastre. En décembre 1991, le premier juge de Bhopal a cité à comparaître Warren Anderson, le PDG de l'UCC, pour qu'il réponde des charges d'homicide volontaire en rapport avec la fuite de gaz. Mais Warren ne s'est pas présenté au tribunal. Le juge demande alors à ce que le PDG soit extradé des États-Unis afin d'être jugé en Inde. Mais tous les moyens mis en œuvre pour obtenir son extradition ont échoué. Et le pire là-dedans, c'est que le PDG s'était lui-même rendu en Inde les jours qui ont suivi la catastrophe. Les autorités locales l'avaient alors immédiatement arrêté,
puis il a été libéré sous caution avant d'être expulsé. Oui, expulsé avant même d'avoir été jugé. Le comble de l'ironie, sachant que quelques années plus tard, et comme je l'ai dit avant, l'Inde va tout faire pour obtenir son extradition depuis les États-Unis, sans réussir à y parvenir. Les États-Unis ont refusé d'extrader le PDG, invoquant un manque de preuves malgré les demandes répétées de l'Inde. La justice américaine estimait en effet que la filiale indienne de l'UCC constituait une entité juridique différente de la maison mère, et que la filiale fonctionnait de manière autonome sous la direction de responsables de nationalité indienne et non américaine. Une belle façon de s'en laver les mains. Et donc Warren Anderson va rester libre aux États-Unis, est mort en 2014 à l'âge de 92 ans, sans jamais avoir été jugé. Mais revenons un peu en arrière en ce qui concerne les indemnisations versées aux victimes. En janvier 1989, l'UCC verse 470 millions de dollars d'indemnités, à condition que le gouvernement indien renonce aux poursuites contre Warren Anderson et contre la société elle-même. L'Inde, qui souhaite attirer davantage d'investissements américains, accepte alors de suspendre les poursuites et de se contenter de ces 470 millions de dollars. L'Inde réclamait 3,3 milliards de dollars à la base. Résultat, les quelques 500 000 habitants de Bhopal vont toucher en moyenne environ 500 dollars chacun. Une somme dérisoire après ce qu'ils ont subi. Et si vous avez bien suivi, vous allez vous demander comment peut-on parler d'abandon des poursuites à l'encontre du PDG, sachant que l'Inde souhaitera son extradition 2 ans plus tard. Eh bien, vous aurez raison, mais c'est plus compliqué que ça. Malgré l'accord conclu en 1989, le gouvernement indien a par la suite fait marche arrière, notamment sous la pression de l'opinion publique et des associations de victimes. S'ensuit ce que je vous ai raconté avant, soit une longue bataille judiciaire qui n'aura aucune conséquence pour le PDG. Plus de 20 ans après, en juin 2010, 7 ex-responsables indiens de la filiale locale de l'UCC ont été condamnés à 2 ans de prison pour mort par négligence, qui est une accusation moins sévère que l'homicide involontaire. Ils ont été libérés sous caution peu de temps après, alors vous imaginez, beaucoup de survivants estiment qu'il s'agit là d'une réelle injustice. Mais comment en est-on arrivé là ? Le drame de Bhopal est un enchaînement de mauvaises décisions et d'inaction. Tout ça dans le premier but est d'engranger plus de profit. L'usine de Bhopal présentait plusieurs défaillances majeures. Comme on l'a dit avant, les systèmes de sécurité étaient défaillants, ils étaient soit défectueux, soit désactivés pour réduire les coûts. Ensuite, l'entreprise a eu une très mauvaise gestion des alertes et des risques. Des ouvriers et des experts avaient signalé à plusieurs reprises les dangers et les dysfonctionnements, mais leurs avertissements ont été ignorés. Des rapports internes indiquaient clairement que l'usine représentait un risque imminent sans que des mesures préventives ne soient mises en place. Enfin, il y a eu un gros manque de communication et de transparence, car l'UCC n'a jamais informé les habitants ni le personnel médical de la nature exacte des produits traités, notamment du MIC, ce qui a empêché d'avoir une réaction adéquate lors de la catastrophe. Car oui, la nuit même de l'accident, la société refusait déjà d'indiquer la composition du nuage et le directeur de l'usine s'est montré évasif face aux questions des médecins. Alors, l'UCC assume-t-elle ses responsabilités ? Eh bien pas vraiment. Rapidement, la société tente de minimiser les faits et de rejeter la faute sur les employés locaux. Une stratégie classique pour éviter d'assumer les conséquences. Et bien sûr, je ne vous reparle pas des conséquences envers le PDG de l'entreprise, puisqu'il n'y en a eu aucune. La catastrophe de Bhopal montre comment la loi peut être utilisée par les entreprises pour protéger leurs propres intérêts, tout en étant extrêmement défavorable aux victimes de ces mêmes entreprises, et en particulier lorsqu'il s'agit de multinationales. Bhopal, ce n'est pas qu'une tragédie qui aurait pu être évitée, c'est une injustice flagrante pour les milliers de victimes, et c'est une énorme corruption entre les autorités locales et les dirigeants de l'usine. Et c'est à se demander qui est le plus responsable entre le laisser-aller des autorités et leur manquement à leurs devoirs, et la recherche de profit de l'entreprise au détriment de la sécurité. Au final, Bhopal, c'est surtout l'histoire d'une catastrophe qui aurait pu et dû être évitée, et dont l'injustice reste flagrante encore aujourd'hui. Les enfants de Bhopal, l'industrie occidentale, partis dans les eaux du Gange, les avocats s'arrangent.